on enchaîne avec Tia, ouais! C'est beau monde ici que je vois pas. Allô? Y en a-tu ici qui ont eu des enfances particulières? Je compatis avec vous autres, moi j'ai eu une enfance fuckée en esti. Mes parents c'était des artistes spirituels. Ma mère, une comédienne, qui faisait aussi de la canalisation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est lorsque tu entres en contact avec des êtres de lumière et qu'ils communiquent à travers toi un message d'amour et de paix. Mon père, lui, c'est un compositeur de musique, de guérison et de méditation. C'est un thing. Puis j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour tout ce que mes parents y ont fait. Les câlisses, ça prenait toute la place dans notre vie en tant qu'enfant. Des fois, je partais en tournée avec mon père, je l'aidais à vendre ses affaires, puis quand les gens apprenaient que mon père, c'était mon père, ils étaient comme « Oh, mon Dieu! T'es tellement chanceuse de l'avoir comme père! Tu dois être tellement relax! » J'étais pas relax. J'étais pas relax, pas en tout, je vais vous dire pourquoi. Avoir un père qui est compositeur, là, c'est avoir quelqu'un qui pratique encore et encore et encore et encore la même partie de sa nestie toune à n'en virer fou. OK? Je vais vous donner un petit exemple. C'est comme ça à pratiquer, là. C'est une note. Elle dure 22 minutes. Merci. Puis, mon père, c'était pas du genre, je vais aller dans mon studio d'enregistrement avec des écouteurs, pas déranger personne. Non, non, lui, c'était genre, je varge sur mon piano à queue dans le salon, à n'importe quelle heure de la journée pour réveiller tout le voisinage. Lui, c'était ça qu'il faisait. Je me souviens, en tant qu'enfant, une autre chose que je trouvais particulière, c'est que mais j'avais pas une enfance comme les autres, en fait. Alors que les autres, ils passaient leur fin de semaine avec des amis, ils allaient chez les grands-parents. Ben moi, je passais les fins de semaine dans des salons d'ésotérisme. À vendre des cassettes. Puis, je vous le dis maintenant, un salon d'ésotérisme, c'est pas un endroit sécuritaire pour laisser rôder votre enfant tout seul. OK? J'en ai rencontré du monde weirdo. OK? J'ai eu Raël qui a tenté de me convaincre de joindre sa secte. Vous êtes une jolie jeune dame, vous. J'ai même eu une madame qui m'a convaincue de boire et me baigner dedans ma propre urine. Censée nettoyer mes chakras. Puis l'affaire avec les gens spirituels, c'est que ça va un peu main dans la main avec les conspirationnistes. Donc, les histoires qu'on me racontait, là, c'était... J'ai cru jusqu'à un ange inconfortablement vieux que les reptiliens vivaient parmi nous, puis que leur quartier général se trouvait sur la face cachée de la Lune. Puis pour moi, c'était comme Christ, c'est une information d'ordre international, ça là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de monde qui parle de ça? Que la FBI devrait s'en charger, là, c'est important. Donc là, je me suis dit, faudrait que j'en parle. Secondaire 1, j'en parle à mon prof de géographie. Puis je me souviens, en l'espace de un regard du genre, j'appelle-tu la DPJ pour aller fumer son premier joint? J'ai tout de suite compris que ce que j'avais dit, c'était peut-être un mensonge. Que tout d'un coup, là, toutes les choses que je pensais être vraies dans ma vie étaient peut-être effectivement un mensonge. Que les gens que je rencontrais, j'avais plus besoin de me poser la question, c'est-tu un lézard, lui? Puis que peut-être les messages de canalisation de mes parents, c'était simplement des messages d'amour qu'il y avait à l'intérieur d'eux-mêmes qui sentaient le besoin de communiquer. Puis que peut-être c'était un mensonge que j'avais lévité en tant que bébé. Puis veux pas, ça crée énormément de culpabilité en moi, de me rendre compte
que les gens que j'idolâtrais tout au long de ma vie m'avaient peut-être menti. J'ai traîné ça jusque dans mon âge adulte. Puis en tant qu'adulte, je me suis dit, il faudrait que je travaille sur moi-même, tu sais. Je vais voir une thérapeute. Ouais. Donc là, je vais voir une thérapeute, j'ai dit, hey, j'ai besoin de travailler sur moi-même, j'ai besoin d'outils, là, ça va pas pantoute, là. Faut que je passe à travers mes traumatismes. Elle dit, t'inquiète pas, j'ai des outils pour toi. On va faire un exercice. Parfait. Tu vas t'asseoir confortablement. T'asseoir. Tu vas fermer tes yeux, prendre une grande respiration. Et là, nous allons commencer une méditation guidée. Ben, tabarnak, ça va me suivre toute ma vie, ce Chris. Merci. Merci, Joey Paquette. Oui. Salut. Moi, c'est Joey Paquette. Pas Joey Paquette. C'est pas la même personne. Je suis ici pour deux choses aujourd'hui. Un, vous parler de la sécurité sur le chantier de construction. Deux, comment qu'on fait pour utiliser une drill. Premièrement, il faut ce qu'on appelle des lunettes de sécurité. Il y en a certains qui appellent ça des Google. Moi, j'appelle ça des lunettes de sécurité. Chacun leur mot, chacun leur champ lexical, OK? Bon. Pourquoi c'est important? J'en ai vu des bozos sur des terrains de construction là, qui portaient pas leurs lunettes. Ils savaient de quoi dans les yeux, perdaient leur vue, perdaient leur vie, esti. Il y en a de ceux qui ont le goût de mourir à soir. C'est ce que je pensais. On porte nos lunettes de sécurité. Exactement. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de danger. OK? Regardez! Il n'y en a plus! J'ai un ami, Mario, une fois il était sur un chantier, il a reçu une vis dans les yeux, il a perdu la vue, il fait 3 ans qu'il tourne en rond, qu'il fonce dans les murs. C'est triste comme histoire. Ensuite, on a notre drill. Aujourd'hui, on utilise le Bacon Digger. Ça, c'est une drill. Applaudissez. Quand on utilise une drill, c'est bien important d'avoir de la charge dans notre batterie, OK? Pour s'assurer qu'on a de la charge, deux choses. Un, on met le doigt sur le piton. Deux, on écoute. Ça, c'est de la merde. Ta blonde est sûrement passée par là. C'est ça qu'on veut. C'est power. Ensuite, on a ce qu'on appelle une bite. Il y en a certains qui appellent ça des bisounes. Moi, j'appelle ça une bite. Chacun leur mot. On a des longues bites. Des moyennes bites. Et des petites crises de bites. Ça, c'est de la calisse de merde. Ça sort tout le temps du trou. Y'a personne qui veut ça. Tu crisses ça au dedans. On a des bites à tête carrée. On
On a des bites à tête étoilée. On a aussi des bites à tête plate. Moi, j'ai pas ça. La colisse de marde, ça sort tout le temps du trou, esti, ça vole partout. Je saute d'ange. Ensuite, il faut une vis. Quand on la trouve pas, on appelle ça une vis cachée. Moi, je l'ai trouvée. On regarde lequel rentre dans le trou. Ensuite, on met la bite dans le trou et on serre fort autour de la tête de la bite. C'est dangereux, ça. OK? J'ai un ami, Joey. C'est moi, ça. J'ai un ami, Frankie. Il a reçu une bite dans les yeux. On ne peut rien, Chris. Savez-vous qu'au Québec, aux 3 jours, il y a quelqu'un qui meurt d'une bite dans les yeux ou d'une bite dans le fond de la gorge? C'est dangereux, les bites. On porte de la protection, OK? Bon. On s'installe de manière sécuritaire. On visse. Tabarnak. Le trou, il était slack. Bon. On a une solution. On a ce qu'on appelle un bot plug. Ça va remplir ton trou tout le temps. OK? On le met, paf, paf, paf. Ça remplit ton trou. On est good to go. Oh boy. Bon, prise 2. On visse. Et voilà. Mon support à Scott Towel est bien installé sur le mur. Tu peux accrocher n'importe quoi là-dessus, là, ça tombera pas. Ta blonde, elle peut aller dandiner là-dessus comme une crise de folle, ça tombera pas. Ton Scott Towel, là, il est là pour rester. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. On a accompli ce qu'on voulait accomplir. J'ai fini. Applaudissez. Bravo.